Public Sénat et Groupama présentent La France qui réussit. Bonjour à tous et bienvenue dans La France qui réussit. Les caméras de Public Sénat sont allées cette semaine se poser dans un lieu symbole de la pêche en France. Vous l'avez compris, il s'agit du port du Guilvinec. C'est là qu'on peut vraiment prendre conscience de tous les enjeux majeurs de la pêche pour le XXIe siècle. Et cela pour une profession évidemment, mais aussi pour toute une région. Comment respecter la ressource, respecter l'environnement et puis comment valoriser le produit de cette pêche. On va donc partir en mer, on va aller sur terre, à la rencontre de pêcheurs, de mareyeurs, de restaurateurs et puis surtout, on va découvrir ces paniers de la mer. C'est une initiative solidaire pour ces professionnels, mais aussi pour les populations défavorisées de la région. C'est ça aussi, La France qui réussit. C'est un documentaire signé Chloé Ledoux et Nicolas Bric. Il est 6 heures et le Guilvinec semble encore totalement endormi. Le port du Guilvinec se situe sur la côte sud du Finistère, en pays bigoudin, l'un des berceaux de la pêche française. Mais à cette heure-ci, on croirait une ville fantôme. Tous les commerces sont fermés, à l'exception d'un unique bâtiment éclairé. En se rapprochant de l'entrée du port, des silhouettes s'agitent, des camions vrombissent. L'activité de tout le village tourne alors autour de la criée. Le Guilvinec, c'est le plus important port de pêche artisanale de France. Ce sont 19 000 tonnes de poissons qui débarquent chaque année devant ses portes. Sous les néons, les acheteurs ont les yeux fixés sur le grand panneau central. La criée hauturière, celle des bateaux qui reviennent de la haute mer, bat son plein. Grégory Penarum dirige la criée du Guilvinec depuis 2 ans. Tu vends la cardine ou quoi? Non. Non, toujours pas. Comme tous les matins, il vient s'assurer de la bonne vente des produits. Donc aujourd'hui, on est sur une petite criée en termes de volume. On a à peu près une 50aine de tonnes aujourd'hui sous la criée. En moyenne, en général, on travaille à peu près 80 tonnes jour. Donc on est sur une journée, une petite journée, on va dire. C'est totalement le poumon de la ville et même au-delà, je vais te dire, parce qu'on est à peu près 600 à travailler sous la criée tous les jours. Donc ça comprend tout, entre les magasins de marée, les transporteurs, les dockers qui viennent trier le poisson. Donc c'est une vraie fourmilière. Chaque jour, la criée du Guilvinec compte 2 ventes aux enchères. Cette criée matinale qui met en vente la pêche des navires de haute mer et celle de l'après-midi pour la pêche des navires côtiers. Mais la star locale, c'est elle, la langoustine. Le Guilvinec est devenu le premier port langoustinier de France. La langoustine des côtiers, c'est une espèce emblématique aussi du port du Guilvinec, forcément. C'est une valeur marchande assez importante. On est en moyenne autour de 11 € pour ce qu'on appelle la petite. Donc voilà, 11 € pour la petite et autour de 15 € à peu près à l'année sur la grosse, quoi. Bon, c'est un super produit, franchement. En qualité gustative, il n'y a pas mieux. En fraîcheur aussi, forcément. Souvent, le froid, ça l'endort un petit peu, elle est un peu engourdie, là. Mais dès qu'on la sort et qu'elle reste une demi-heure à peu près à température ambiante, elle retrouve de la vivacité. La criée du matin touche à sa fin. Grégory sort sur la halle de débarquement pour assister au départ des navires côtiers qui partent aux aurores pour revenir juste à temps pour la criée de l'après-midi. À bord du chalutier langoustinier Roxy, Nicolas, le matelot, tient la barre alors que l'équipage dort encore. Là, mon patron m'a dit d'aller à un tel endroit. Donc là, je vais aller à tel endroit. Il est parti dormir un petit peu. Comme les journées sont assez longues quand même. Je me suis levé à 5h, 5h15, un peu comme ça.
Bon, un petit déjeuner, café et route directe, hein, même pas de douche, c'est direct en mer à la douche le soir. Parce que c'est quand même pas un métier très propre, donc on va pas se faire tout beau pour aller en mer. Nicolas garde le cap, malgré la fatigue et l'obscurité. L'expérience lui tient lieu de boussole. Cela fait 10 ans qu'il pêche la langoustine. Les langoustines, la nuit, il n'y en a pas. Et à partir du lever du jour, là, elle sort de son terrier et là, elle commence. On appelle ça travailler. Pour nous, elle travaille, en fait. C'est le trait qu'il ne faut pas lever, qu'il ne faut pas louper. C'est au lever du jour, c'est là où il y en a le plus, normalement. Donc là, tu vois, là, il fait bientôt jour. Et là, je vais bientôt le réveiller, on va bientôt mettre à l'eau. Le soleil se lève et à la manœuvre, tout peut commencer. Kevin, le capitaine du Roxy, vient de se réveiller. Il faut être 2 pour mettre à l'eau les chaluts, les filets de pêche du navire. Nicolas, le matelot, maintenant vêtu de son ciré, s'occupe de dérouler l'un après l'autre les 2 chaluts jumeaux. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de houle, mais l'exercice peut s'avérer périlleux avec des vagues de plusieurs mètres de haut. Les chaluts sont tractés pendant 3 heures, à plus de 100 mètres de profondeur, afin de capturer les langoustines qui sortent de leur terrier. C'est ce qu'on appelle un trait de chalut. Nicolas a fini son quart et part se coucher, tandis que Kevin prend la relève à la barre. Le métier de marin-pêcheur, il le tient de ses ancêtres, comme le Roxy. Ouais, le bateau, ça appartenait à mon grand-père avant. Après, c'est mon père qui l'a pris. Moi, ça fait depuis le début de l'année que j'ai acheté le bateau. C'est un peu transmission familiale, quoi. On est déjà la 3e génération sur le même bateau. Et mon frère est marin-pêcheur aussi. Donc voilà, on est famille de marins, de père en fils, voilà. Quand on est petit, on vient voir le bateau, le papa qui rentre de mer avec les langoustines, c'est vachement prenant. Et du coup, il n'y a pas trop de questions à se poser, quoi. Tu veux faire quoi plus tard? Comme papa, marin-pêcheur. Voilà, je me suis pas trop posé la question. Mais Kevin n'a pas seulement hérité d'une tradition. Avec ce métier, il a aussi dû prendre en charge, comme tous les pêcheurs européens, la responsabilité d'une situation inquiétante. Sous toutes les eaux du continent, la ressource marine se fait plus rare. Depuis 20 ans, la population des jeunes poissons issus de la reproduction a été divisée de moitié. En cause, la surpêche et le réchauffement climatique. Alors le secteur entier s'est mis à changer ses méthodes de travail. Les chaluts, par exemple, sont désormais l'attention d'une réglementation et d'une recherche pour préserver la ressource. La taille des mailles a été étudiée afin d'éviter la capture des plus jeunes poissons et crustacés. Oui, là, tu vois, on a un bon exemple d'échappement de petits poissons dans un cylindre de mailles carrées, donc des mailles plus ouvertes que les mailles losanges habituelles. Et bon, c'est vraiment le principe même de la sélectivité. Les petits s'échappent et les gros restent à l'intérieur. Trouver des méthodes pour préserver cette population de petits poissons, c'est le métier de Pascal Larnaud. À Lorient, dans ses bureaux de l'Ifremer, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, il étudie ces vidéos pour tester l'efficacité de nouveaux filets expérimentaux. On a bien les résultats qu'on souhaitait, c'est-à-dire laisser partir les petits poissons pour qu'ils puissent grandir, pour qu'ils puissent abonder le stock, participer à la reproduction et donc au futur de la ressource et puis évidemment au futur de la pêche aussi. Là, c'est quoi? C'est un truc séparatrice pour séparer des espèces différentes. Là, on est sur un chalutier langoustinier qui cible la langoustine, mais en même temps qui capture des poissons. Et là, on veut séparer les poissons avec une nappe, un bout de filet au milieu. On veut garder les langoustines et laisser échapper le poisson. Et on voit très bien sur les images, tu vois, tous les poissons ont tendance à aller vers le haut. On voit les langoustines qui vont sous la nappe séparatrice. D'accord, donc en fait, les langoustines restent dans la poche du fond et elles sont gardées par le chalut et le poisson monte et peut Absolument. Et donc là, si tu veux, on peut aller voir des maquettes dans le bassin. On va demander à Fabien de nous... Ouais. Fabien, tu peux mettre en route la veine, s'il te plaît? D'accord. Fabien Morando est responsable de la piscine d'essai de l'Ifremer. Il teste la mise à l'eau de ces chaluts miniatures mis au point ici. Mais ces technologies ne suffisent pas. Et souvent, bon sens des pêcheurs est nécessaire pour préserver la ressource.
Là, on a vraiment les chaluts jumeaux que tu connais, hein, typiques dans le golfe de Gascogne pour la pêcherie de langoustinière. Hein, et là, vraiment, donc, on a les dispositifs actuels, réglementaires, et bon, qui permettent de laisser échapper de 25 à 30% des petits individus sous la taille réglementaire qui rentrent dans le chalut. En fait, il y a plein de dispositifs possibles. Puis il y a aussi, comme tu disais tout à l'heure, des modifications dans le comportement des pêcheurs. Éviter d'aller dans des endroits où ils savent qu'il y a trop de petits poissons ou trop de petites langoustines. Ça, c'est vraiment de la sélectivité facile, j'allais dire. C'est pas de la sélectivité technique. Si tu veux, on a rassemblé sur une petite maquette, on va dire, un peu l'ensemble des dispositifs testés dans le golfe de Gascogne. On peut aller voir ça si tu veux. D'accord, avec plaisir. Okay. Grâce à ces essais, l'Ifremer a pu développer des dispositifs sélectifs variés. Une boîte à outils pour les pêcheurs responsables de la richesse offerte par le milieu marin. Alors montre-nous ça. Un ensemble de dispositifs en fait. Hein. Sur cette maquette, Fabien a placé 5 dispositifs différents, adaptés à chaque taille, chaque espèce et chaque problématique. Si on fait basculer la maquette, on voit qu'on a un panneau à maille carrée pour la langoustine aussi. Et après, parmi tous les dispositifs, le développement d'une maille de filet carré, la maille T90, a constitué une grande avancée. Le sens de la maille, quand elle est au travail, sur un chalut, elle est dans ce sens-là. Vraiment comme ça, c'est... Voilà. Et quand tu veux monter une maille en T90, il suffit de la tourner, comme ça. Voilà. Et donc là, elle est en T90. Et là, on leur montre bien, comme ça, tu as bien la forme avec le chapeau de gendarme là, qui épouse vraiment la section d'un poisson, quoi. Et voilà, qui est efficace. Oui, l'intérêt, c'est que sur ce procédé est devenu obligatoire sur les bateaux de pêche français. Toujours dans nos dispositifs sélectifs, c'est toujours un compromis entre ce qu'on veut laisser échapper et ce qu'on veut garder. Ah ben, la pêche demain, pour un chalut demain, ça serait effectivement de garder au fond de la poche tout ce qui nous intéresse et laisser échapper tout ce qui ne nous intéresse pas. Cette sélectivité, au cœur des travaux de Pascal, constitue l'une des clés de la pêche raisonnée. Les pêcheurs ne remontent que ce dont ils ont besoin et la ressource n'est pas gaspillée. Les entrepôts maritimes de Kéreman, à Lorient, sont l'un des 2 sites de France où sont fabriqués les chaluts. Pascal a rendez-vous avec Guillaume pour venir voir, grandeur nature, le fruit de ses recherches. Bonjour Pascal, ça va? Salut Guillaume. Ouais. Ça va? Tu vas bien? Tu vas bien? Ouais, je viens faire un petit peu le point sur le chalut à... Oui, justement, il y a Thomas qui est à l'atelier. Ah bah super, on va aller voir ça. D'accord. Ouais, justement, on est en train de travailler sur un chalut cascadeur à 2 faces. Aux dimensions, on est à 32 mètres de corde d'eau là, et puis à peu près 28 mètres de bourrelet. Aucune machine n'est capable de réaliser le montage d'un chalut. C'est donc à la main qu'Anaïs assemble les filets. En longueur, on va dire une... Donc le coût d'un chalut comme ça, c'est quoi à peu près? Là, je pense que tout terminé, on sera aux alentours de 15 000 euros. D'accord. Donc il faut savoir qu'une fourchette à peu près, en fonction des tailles et des dimensions des bateaux, c'est entre 5 et 15 000 euros. Thomas Rimaud travaille pour l'association du Grand Littoral Atlantique. Son rôle est de faire évoluer le secteur vers une pêche raisonnée. C'est lui qui présente le chalut élaboré ici. Donc voici la deuxième version du chalut à nappe séparatrice qu'on a testé là pendant 10 jours au large de Belle-Île à la pêche à la langoustine. Donc on voit bien ici la nappe séparatrice qu'on a légèrement surélevée et qui est tenue du coup par les garcettes là qu'on a rajoutées vers le haut et vers le bas. Ce qui fait que du coup la nappe a une bonne tenue horizontale et sépare vraiment le chalut en 2 compartiments, un compartiment en bas et un compartiment en haut. On a à peu près 90% de la langoustine qui passe dans le compartiment du bas et seulement 10% qui sont en haut. Le filet est donc séparé en 2 parties. En haut sont concentrés tous les dispositifs de sélection des poissons. Au-dessous, le filet est adapté à la langoustine. Le fruit de la pêche se condense au fond du filet, baptisé le cul de chalut. Guillaume et Thomas vérifient son ouverture. Larguer le cul. Tiens Guillaume, tu m'aides, on va regarder ça. Bon alors quand le cul est plein, ça va tout seul. Sur le Roxy, à leur tour, Nicolas et Kevin ouvrent leur chalut. Ils ne disposent pas, évidemment, de tous les dispositifs élaborés par l'Ifremer. Mais ils sont attentifs à cette évolution vers une pêche raisonnée. La pêche est bonne aujourd'hui. On y trouve des langoustines, mais aussi beaucoup de gros poissons et quelques crustacés. Maintenant, il va falloir passer au tri. L'évolution des filets, la recherche et les nouvelles réglementations ont déjà fait évoluer le travail sur le Roxy. Nicolas a pu constater au quotidien les résultats directement au fond du chalut.
c'est vraiment beaucoup mieux au niveau poisson. On n'a plus les petits poissons qu'il y avait avant. Des fois, on avait des pochés de petits poissons. Ah, c'est vrai que ça faisait mal au cœur quand même de pêcher tous ces petits poissons qui n'avaient même pas le temps de se reproduire, quoi. Et c'est vrai qu'on voit une nette amélioration. Et puis on voit de plus en plus de gros poissons, comme des gros merlus et tout ça. Et ça, c'est les mailles carrées. Mais là encore, mettre en place une pêche raisonnée, c'est aussi adopter des gestes simples au quotidien. Là, du coup, je suis en train de trier les langoustines par rapport à leur taille. La taille européenne pour ramasser les langoustines, c'est 7,5. Mais ici, nous, on a décrété que pour avoir une meilleure qualité, on ramasse à partir de 9 cm. Du coup, après, on a la grosse qui fait plus de 12 cm. Et les petites, ensuite, sont rejetées à l'eau par le système de goulotte qu'on a là. Et pour la ressource, c'est le top, parce que du coup, hop, ça repart à l'eau. Et la langoustine n'est pas écrasée, elle repart après dans son terrier et dans la vase. Contrairement à beaucoup de poissons, les langoustines sont encore vivantes quand elles sont remontées à bord. C'est pourquoi il faut aller vite pour remettre à l'eau les plus jeunes. Leur taux de survie est estimé à 1 chance sur 2. Les poissons rejetés, eux, sont généralement morts, ce qui représente une aubaine pour les goélands et les espèces sous-marines. En fait, cette goulotte, elle est bien parce qu'au moins, on piétine pas sur la langoustine. Après, elle va directement à l'eau, en fait, quoi. Parce que certains bateaux ont même pas mis ça en place et c'est dur à comprendre comment ils n'ont pas déjà mis ça en place. Alors, c'est tellement des systèmes simples à faire qui ne vaut pas grand-chose, c'est pas des gros investissements et les mecs ont du mal à le faire, c'est un peu dommage. Ça, on est obligé quand même de faire des efforts, hein. C'est pour notre avenir aussi, donc c'est sûr que les anciens, ils s'en foutent un peu, mais nous, on a encore 30 ans de faire avant nous, donc dans 30 ans, j'espère qu'il y aura encore des langoustines, quoi. Mais bon, on va dans le bon, il n'y a pas de raison, hein. Je pense que c'est bien, on fait du bon travail, j'espère. En mer, les habitudes ont la vie dure. Mais la nouvelle génération semble prête à faire les efforts nécessaires. Ils ont en tête un adage pour une pêche raisonnée. Faire le tri sur le fond plutôt que sur le pont. Là, on vient de finir de trier les langoustines. On les a lavées. Et du coup, je les mets en vivier maintenant pour les garder vivantes. Jusqu'au port, pour avoir la super qualité. L'équipage met le chalut à la mer une dernière fois, tandis qu'il prend la direction du port. Il est temps de rentrer pour ne pas rater la criée de l'après-midi. En chemin, le Roxy est escorté par un banc de marsouins qui vient jouer dans le sillage du navire. Pour Nicolas, ce sont ces moments passés avec la nature qui justifient son choix d'être marin-pêcheur. À terre, une foule attend impatiemment le retour des navires côtiers. Les dockers, les marins en retraite, viennent donner un coup de main aux pêcheurs. Sur la digue, touristes et curieux se massent, attirés par la magie du moment. Les goélands et les mouettes attendent patiemment leur dîner. Au même instant, comme s'ils s'étaient donné rendez-vous, les bateaux transpercent la brume. L'ordre d'arrivée à la criée a son importance et peut influencer le prix des ventes. Lorsque la pêche a été bonne, comme aujourd'hui, arriver dans les premiers peut faire gagner jusqu'à 2 € de plus au kilo. Le Roxy fait partie des premiers arrivés. Trois dockers attendent Kevin et Nicolas pour leur donner un coup de main. Ces anciens marins-pêcheurs trouvent là l'occasion de venir chaque jour au port et de retrouver ce milieu auquel ils ont dédié leur vie. En échange de leur aide, ils reçoivent une partie de la pêche du jour, la godaille, qui leur permet de mettre des langoustines dans les épinards. La pêche est portée jusqu'à ces tapis roulants. Elle est pesée et étiquetée avec le nom des navires. Tout va très vite. En 5 minutes à peine, elle est présentée à la vente. Les acheteurs, des marailleurs spécialistes de la vente en gros, se rassemblent devant un panneau qui affiche les prix proposés.
Les enchères descendent jusqu'à ce que l'un d'entre eux se déclare acheteur. Il l'indique alors avec sa télécommande. Grégory, le directeur de la criée, est fidèle au poste, s'assurant cette fois du bon déroulement de cette criée côtière. C'est lui qui glisse la deuxième étiquette dans le lot indiquant le prix de vente et le nom de l'acheteur. De son côté, Rachel n'est pas venue acheter du poisson. Elle travaille ici comme guide touristique. Alors évidemment, je peux pas ne pas vous montrer, hein. La demoiselle, la langoustine, c'est un peu la star ici au Guilvinec. Hein. 71 cm, la plus grande qu'on ait pêchée. Et on a évalué son âge à environ 70 ans. Elle avait réussi à échapper au... Le monde de la pêche attire et intrigue. L'année dernière, ce sont 50 000 touristes qui sont venus admirer la criée. La pêche pourrait aussi devenir un atout touristique. Cet après-midi, ils sont plus de 50 à écouter Rachel. Alors pourquoi? On va terminer un peu avec l'autre star du Guilvinec, la plus jolie. Forcément, vous l'avez reconnue. La lotte, la Baudroie, effectivement. Alors, comme elle n'est pas très jolie, c'est vrai qu'en poissonnerie, hein, on lui coupe la tête. Et on perd donc la moitié du poisson. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cette jolie tête? Vous voyez ces jolies lèvres-là? On va fabriquer les produits cosmétiques. Rouge à lèvres, maquillage. On fabrique également les tableaux de bord des voitures. C'est plus résistant. Ce que Rachel ne dit pas, c'est que les pêcheurs surnomment la lotte les Parisiens, en raison de leur grosse tête et de leur petite queue. La criée du Guilvinec est la deuxième plus importante de France. Le port affiche 64 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, le plus élevé du pays. Ce port a une particularité. Il est partagé entre deux communes qui se répartissent les métiers liés à la mer. Sur sa rive gauche, la commune de Tréfiagat, où se trouvent les différentes activités liées à l'entretien, la réparation et à l'équipement des navires. Le débarquement, la vente et le mareyage se situent rive droite, sur la commune du Guilvinec. Le destin du Guilvinec a depuis toujours été lié à celui de la pêche. Selon la coutume, un emploi en mer génère 5 emplois sur terre. L'activité du port irrigue donc toute l'économie de la ville et se traduit dans son paysage urbain. Les enseignes des entreprises liées à l'entretien des navires, celles des ateliers de transformation et de mareyage, ou encore celles des transporteurs qui acheminent le poisson dans toute la France, dessinent le paysage. Après la période faste du milieu du XXe siècle, la pêche a connu des périodes de crise successives et la population du Guilvinec a commencé à décroître. Derrière le port, le cimetière des bateaux porte les stigmates de cette période de récession. Mais la devise du Guilvinec est d'Alkmaad, ce qui signifie « tiens bon », une devise probablement inspirée par ces tempêtes venues de l'Atlantique Nord qui balaient le Finistère. La commune a tenu bon et se tourne désormais vers l'avenir. La préservation des ressources, mais aussi la valorisation des produits de la pêche. La vente est maintenant finie. Les chariots s'affairent en tous sens pour acheminer le poisson aux acheteurs ou vers les ateliers de mareyage. Là, les poissons sont nettoyés, triés, éviscérés, étêtés, filetés, pelés. Derrière ces ateliers se cachent des espaces de vente à l'allure de petites salles de marché financier. Ici, le téléphone n'arrête pas de sonner. Les clients des mareyeurs appellent pour connaître la pêche et les prix du jour. David est l'un de ces grossistes. Allô? Oui, David.
C'est Pierre du Poisson d'Avril. Oui, salut Pierre, ouais, nickel, toi aussi. Là, je t'appelle en fait, c'est pour la commande de poisson pour ce matin. Moi, il me faudrait 10 pièces de lot en 300-500. Lot 300, 10 pièces. Également 2 pièces de cabillaud en 3 kilos. Cabillaud 3-4, 2 pièces. Et je veux savoir, est-ce que tu as quelque chose de sympa pour ce matin-là, pour mon menu du jour? Pour ton menu du jour, un petit bat hier soir. J'ai du beau merlu acheté à Sangué. Ouais, ça ok. Et un petit truc sympa, j'ai les petits T'as poulets sur Sangué extra. Du mulet? Ah, le mulet, ça peut être sympa, ouais. Ça vaut pas très cher ce matin. Bah, tu mettras 6 pièces? 6 pièces? Ouais, 6 pièces du mulet, et puis bah, je passe du coup dans 20 minutes là pour prendre le poisson. Ok, c'est bon. Bon, je te remercie, à tout de suite, David. Ok, salut Pierre. Pierre de Parsco, 31 ans, a racheté avec sa femme il y a 5 ans le restaurant Le Poisson d'Avril, situé juste derrière la criée. La vue imprenable sur l'entrée du port et la qualité de la carte ont fait sa réputation. De l'avis général, c'est la meilleure table du coin. Alors, comme tous les jours, il va voir David, son marailleur, pour récupérer son poisson. Bonjour. Bonjour. Je te fais un petit Pierre. Ah, t'as pris? Tu vas bien? C'est Pierre. Bonjour. Ah, c'est bon, t'as eu? Ah merde, bon bah écoute, on va... Ça Thierry? Salut, tu vas bien? Très bien, ouais. Allez hop, c'est bon. Ok, c'est parti. On a préparé tout ça. D'accord. Merci. Un petit peu de taf, papa? Bonjour. Le mulet, Pascal, le mulet pour Pierre. Pour le produit? Parfait, nickel. 13 kilos. Parfait, nickel. C'est bon? Ouais, c'est bon, c'est bon. Aujourd'hui, Pierre mettra donc du mulet à la carte. Pourtant, le mulet n'est pas un de ces poissons nobles présentés sur les bonnes tables. Certains pensent même que le mulet n'est pas comestible. J'espère que j'ai la place. Les Français mangent principalement du saumon et du cabillaud. Ces deux espèces représentent 40% des poissons consommés sur le territoire. Mais Pierre a décidé de mettre en valeur d'autres espèces, celles qui sortent des filets des pêcheurs, comme ce mulet. Nickel. Bon, bah, c'est bon. Bonne dégustation. Bah, je te remercie. Puis bah, bonne journée, à demain. On fait comme ça. Ok, allez, salut Pierre. Salut. Là, on est sur un mulet noir, donc pêché en pleine mer, et donc celui-là vient de la pêche côtière d'hier de Saint-Guénolé. Et là, on va le travailler avec pommes de terre, petits pois, et puis le côté justement côté marin aussi avec les algues et les huîtres. Et on rajoutera une petite touche de blé noir aussi pour côté bigoudin. Et puis dans les bouquins de cuisine, même à l'école, les mulets, c'est pas non plus quelque chose qu'on voit beaucoup, quoi. On voit le lieu, le bar, des choses comme ça. Mais franchement, par rapport à un bar, niveau rapport qualité-prix, on est largement. Il n'y a pas à rougir, quoi. Donc c'est pour ça que nous, on passe ce genre de poisson plutôt sur le menu du jour. Parce que nous, en fait, le menu du midi, ça nous sert aussi un petit peu de labo, quoi. On peut faire des essais, voir un peu ce qui marche, ce qui va plaire aux clients, ce qui ne plaît pas. Mais nous, on a envie de leur montrer que si on peut faire quelque chose de fin, de sympa, et qu'on peut même faire chez soi quand on en reçoit des amis, quoi, parce que ça peut être très bien fait aussi, quoi. Il y a différentes façons de travailler un poisson. Et la garniture joue un vrai rôle dans l'assiette. Déjà, on va l'aimer, le poisson, parce qu'on va le voir bien présenté dans l'assiette. C'est-à-dire que si je mets un Saint-Pierre avec une grosse bouillasse dessus, est-ce que les gens vont le trouver bon à la fin de la dégustation? Je sais pas. Si je mets mon mulet avec bien présenté une belle garniture, déjà peut-être que si je mets les deux assiettes côte à côte, la personne sera plus tentée par le mulet, alors qu'en face il y a le Saint-Pierre. On est prêt ici pour le dressage de l'assiette ou je dresse ici? Et donc là, du coup, on va passer sur la cuisson du poisson. Donc là, une poêle bien chaude. Voilà, donc là on voit que la peau se rétracte beaucoup moins que si on ne l'avait pas striée d'abord. Pour être sûr, on peut vérifier en dessous. Là, on commence à être pas mal. Donc on va éteindre le feu. On a poêle dessus et on attend. Voilà, manger du poisson aujourd'hui, ça coûte un peu de sous, quoi. Alors que ce type de poisson-là coûte vraiment pas cher, moins cher qu'un steak haché, quoi. Donc autant prendre un bon poisson frais comme ça. Le poisson, on peut pas tricher. Au pire, ce sera surgelé, mais on peut pas tricher, on peut pas rajouter des trucs dedans, quoi. Sinon, ça s'appelle du poisson pané. Voilà.
Nous, en tant que restaurateur, après, c'est à nous de rassurer les gens sur ce type de poissons. Si on ne les offre pas aux clients, si on ne les montre pas, qu'on ne les vend pas, ils ne vont pas les connaître. En les mettant en avant, en plus, comme c'est pas cher, on a aussi, nous, notre rôle à jouer, tester, regarder sur un menu du midi. Vous allez voir, c'est à nous aussi de bien le vendre. Hein. Vous allez voir, c'est sympa. Si je le fais, si je considère que c'est bon. Si je considère que c'est bon, je vais le vendre à mes clients. Donc voilà, comment on a préparé notre plat. Donc le mulet avec la petite pomme de terre aux algues, à l'huître, petit pois, petit pesto, petit pot wasabi, avec des petites panisses de blé noir. Donc voilà, personnellement, ça me tente bien. En donnant leur lettre de noblesse à des poissons qui n'ont pas bonne réputation et qui ne sont pas chers, les restaurateurs ont un rôle à jouer. En mettant du mulet, du taco ou du maquereau à sa carte, Pierre veut montrer à ses clients qu'on peut manger autre chose que du bar, de la lotte ou de la sole. Après l'amélioration de la sélectivité, c'est une autre manière de lutter contre le gaspillage des ressources. L'autre versant de cette ouverture des goûts du public se fait évidemment dans les supermarchés. Si le consommateur n'y trouve pas de mulet, de vieille ou d'espèces méconnues, alors le travail de Pierre n'aura servi à rien. Il est 7 h du matin. Le centre Leclerc de Concarneau est encore fermé au grand public. Pourtant, l'activité bat déjà son plein. Au rayon poissonnerie, Thomas installe son étal avec Geneviève. Si tu peux faire le gros Tu poisson. continues que gros poisson, puis on mettra les bestioles là après. Tu peux mettre un peu en tournant les gros poissons quoi. Mais Tu quatre. peux les mettre comment? Ouais. La vieille. Si vous pouvez utiliser pour faire les soupes, en filet c'est super bon, mais c'est un poisson qui a beaucoup d'arêtes. Vraiment beaucoup d'arêtes, donc qui n'est pas beaucoup recherché par les clients. Mais bon, il y a des amateurs qui adorent ça. Hop. Dans l'autre sens alors? Ouais. Mais lui sa tête sur le... Putain, je mets pas. C'est des produits d'ici quoi. Enfin, maintenant on le spécifie sur des petites pancartes qu'on met sur l'étal, mais c'est vraiment des produits achetés dans le coin, pêchés par des pêcheurs du coin aussi. Donc, faut faire travailler quand même les gens du coin parce qu'ils nous le rendent aussi tous quoi. Les achats des poissonneries Leclerc sont décentralisés. La plupart se fournissent directement auprès de marailleurs et non auprès des centrales d'achat du groupe. Elles sont donc plus proches des producteurs et offrent des étals diversifiés. Bah ouais, non, le cabillaud et le saumon, c'est pas des produits qui sont pêchés dans le coin, quoi. Les gens, c'est plus facile de cuisiner un cabillaud, par exemple, que cuisiner un lieu, enfin, un turbo ou de la vieille ou autre, quoi. Hop. Thomas sait que l'on pêche 80 espèces de poissons en France et que beaucoup restent méconnus. Alors il cherche à les promouvoir auprès de ses clients. Bah, je mettrai en valeur déjà la provenance du produit. La provenance du produit, la façon de cuisiner, les conseils recettes qu'on peut donner aux clients, toutes ces choses-là quoi, qui sont importantes et que le client a besoin de savoir, quoi. Puis le prix aussi, mettre des produits comme de la vieille, si elle n'est pas très chère, la mettre en valeur, peut-être la travailler, la mettre en filet ou la préparer pour que le client du coup ait moins de travail à faire et du coup ait plus quasiment qu'à la cuisiner, quoi. Sur ces étiquettes, la marque Pavillon France, créée en 2012, tente justement de valoriser la diversité des produits de la pêche française. Ici, la majorité des produits proposés sont estampillés Pavillon France. À 9 h, l'étal est fin prêt et les portes du magasin ouvrent au grand public. Très vite, la poissonnerie est prise d'assaut. Madame, bonjour. 10 grosses langoustines. Ok. Alors là, c'est en entier ou en moitié? Je sens que vous avez déjà une moitié là, sur la queue, c'est pas mal. Voilà, madame. Allez, au revoir, bonne journée. Bonjour, monsieur. Filet de merlan, c'est juste là. On est en promo, en affaire du jour en plus dessus. Voilà, merci. Voilà, ça vaut le coup. De nombreux poissons, présents en abondance dans les criées françaises comme le merlan, la julienne, le merlu ou le maquereau, sortent des habitudes alimentaires des consommateurs, alors qu'ils étaient des produits de grande consommation il y a quelques décennies. Allez, bonne journée, au revoir. Monsieur, bonjour. J'aurais du poisson pour 4 personnes. Ouais. Mais je sais pas trop quoi prendre. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Poisson sans arrêt? On a du poisson de la Criée de Concarneau. Bah là, comme j'ai vendu à la dame, le lieu c'est pas mal. Vous vendez ça en entier. Oui. Vous mettez entier au four. Je peux vous couper la tête, la queue, sur un lit d'oignon.
C'est super bien. Après, sinon vous avez des petits merluchons. Simple à faire, mais le goût reste très bon. Vous les faites poêler. C'est peut-être un peu compliqué, non? Ah, les merluchons, non. Non. Les merluchons, honnêtement, non. Je vous coupe la tête, je vous coupe la queue. J'ai jamais essayé. Ah ouais, donc ça, c'est juste poêlé. Bon, ok, on y va. Combien je vous en mets, du coup? 4 personnes? Je coupe la tête et la queue, du coup? Et je vous prépare, quoi. Prêt à manger. Tête, donc, ok. Oh non, parfait. Voilà, tout simplement. Merci de vos conseils. Allez, au revoir, monsieur. Bonne journée. Bonjour, madame. Ce n'est pas seulement au rayon poissonnerie que la grande distribution joue son rôle de vitrine des producteurs locaux. Dans les rayonnages, elle met en avant les conserves et les plats cuisinés. D'ailleurs, la consommation de ces produits transformés issus de la pêche augmente très rapidement. Rien qu'en Bretagne, 85 entreprises de transformation emploient aujourd'hui plus de 5000 personnes, plus encore que les 4800 marins. À quelques ronds-points de là, la conserverie Gonidec, installée sur la commune de Concarneau depuis 1959, est l'une des dernières conserveries traditionnelles de la région. Sardines, thons et maquereaux sont produits ici de manière artisanale. Aujourd'hui, les salariés travaillent à l'étripage de sardines. Alors ce poisson, on va le saumurer, donc il prenne un peu de corps et un peu de fermeté. Une fois qu'il est saumuré, il est mis en caisse, distribué sur la ligne d'étripage. Et ensuite, les filles le prennent en charge. Là, actuellement, on est à peu près 25. Quand on va commencer la saison de sardines, c'est-à-dire recevoir du poisson frais, qui sera pêché sur Concarneau principalement, on va monter l'effectif à plus de 30, 35, de façon à pouvoir traiter le maximum de poissons frais. Ce personnel, c'est le savoir-faire de l'entreprise. On s'attache à l'histoire, on s'attache aux produits, au savoir-faire et puis au rendu de ce qu'on va donner, puisqu'il y a une certaine l'image que l'on va donner à nos clients, c'est ce qu'on aura fait, c'est notre travail. C'est pas ce qu'aura fait une machine. C'est aussi de faire fructifier l'emploi local dans la pêche, parce que Concarneau a été quand même relativement sinistré au niveau des chalutiers. Donc effectivement, c'est tout un tissu et toute une chaîne qui se met en place, quoi, en fait, du fond jusqu'au client, quoi. Après avoir été lavées, les sardines sont frites et égouttées pendant 24 heures. Il n'y a pas de gaspillage. Donc là, ce sont têtes et boyaux qu'on aura retiré du corps de la sardine. Et ce produit-là, il sera traité aussi par une entreprise de Concarneau qui va aussi servir à faire du pet food, quoi. Le pet food, l'alimentation pour animaux. Ici, tout est valorisé dans l'économie locale. Le poisson est aussi utilisé à son maximum. Une fois l'étripage des sardines terminé, la phase d'emboîtage commence. Aujourd'hui, ce sont des maquereaux avec de l'huile et une sauce au basilic qui sont mises en boîte. Et là encore, tout est fait à la main. En conserve, le poisson peut se garder au moins 10 ans. On dit même qu'il se bonifie avec le temps, un peu comme le bon vin. Du coup, certains amateurs n'hésitent pas à faire des caves à sardines, sans oublier de les retourner régulièrement pour que l'huile irrigue bien tout le poisson. À la criée du Guilvinec, malgré toutes les initiatives pour promouvoir la diversité de la pêche, il reste souvent une petite quantité de poissons invendus. Le pourcentage est faible, mais cela représente quand même 170 tonnes au Guilvinec ces 2 dernières années. Marion Fige travaille pour l'organisation de producteurs, les pêcheurs de Bretagne. Après la vente du matin, elle vient faire un point sur ces poissons qui n'ont pas trouvé preneur. Pour assurer un revenu minimum aux marins pêcheurs, l'organisation rachète ses invendus à un prix fixé à l'avance. Elle en destine la moitié à l'aide alimentaire. Bonjour Marion. Oui, Philippe. Ça va? Oui, et toi? Ouais, très bien. Donc on a un petit peu de produits là aujourd'hui pour nous? Oui, alors on a du merlan, des raies, très bien. Du chanchard, d'accord. des grondins aussi. D'accord. Voilà. Donc, super, il y a à peu près combien en volume? Je pense qu'aujourd'hui on va pouvoir te destiner entre 500 et 700 kilos. Ouais, très bien, très bien. Ça nous permet de travailler aujourd'hui correctement, il n'y a pas de souci. C'est bon, tout se passe bien aux ateliers très bien, en ce moment? Oui, il y a beaucoup de produits, donc là avec ce que tu nous proposes en diversification, ça va nous permettre de combler un petit peu la cardine. On a eu beaucoup de cardines en début de semaine, beaucoup de merlus aussi, donc ça va leur permettre de travailler sur d'autres poissons, donc c'est très bien ça. Très bien. Impeccable. Philippe est coordinateur national de l'association Les Paniers de la Mer.
il vient acheter ses poissons à un prix dérisoire. On va attendre le camion, puis on va charger dès qu'il arrive. Ouais, parce que je peux la caler sur le côté. Et c'est Carmelo, salarié de l'association, qui réceptionne la marchandise. L'association Les Paniers de la Mer résout de nombreux problèmes sur le territoire. D'abord, elle permet de valoriser les produits qui sinon seraient transformés en farine de poisson pour la pisciculture. Elle offre aussi à des personnes en grande précarité une opportunité de réinsertion. Après avoir traversé des périodes difficiles, Carmelo peut désormais repartir à zéro. Sur ce territoire miné par le chômage, il est difficile de trouver des opportunités. Grâce à l'association, Carmelo apprend le métier de marailleur et a déjà des perspectives d'emploi. Et puis, le poisson récupéré par Carmelo va être distribué dans des réseaux d'aide, comme le Secours populaire ou les banques alimentaires. Les Paniers de la Mer distribuent en premier lieu aux habitants de cette zone dans laquelle le taux de pauvreté est 40% plus élevé que la moyenne nationale. Carmelo arrive à l'atelier de l'association. Et c'est Arnaud, marailleur professionnel, qui encadre le chantier d'insertion. Ah non, c'est des poissons qui sont commercialisables, c'est parce que l'Espagne est fermée pour la semaine sainte à Pâques. Donc personne ne veut, enfin voilà. Comme ils ne veulent pas du poisson, bah, ils restent ici sur le quai. Donc nous on le récupère. Alors bouge pas, bouge pas. Fais gaffe, il y a un trou. Bon, en fait, là, comme là, on a du grondin. On les met en filet. Il faut surtout faire attention, c'est de bien vider la poche ventrale pour pas qu'il y ait de déchets dans les filets. Il faut l'enlever et enlever la petite poche qui est ici. Hop, voilà, et le filet est parfait. Je travaille dans l'agroalimentaire, mais jamais dans le poisson. Poissonnier, on m'aurait dit ça il y a 10 ans, je leur dis c'est pas possible. C'est impossible pour moi, c'est pas possible ça. Mais là maintenant, c'est un métier que j'ai découvert et puis je me suis dit bon, on va essayer. Et franchement, c'est un métier qui me plaît. C'est vraiment devenu un métier que j'ai envie d'exercer. C'est vrai que y a des poissons qu'on ne trouvera pas comme en grande surface, on ne trouvera pas comme le congre. Ça, on l'a rarement en magasin. Mais au moins, c'est bien de savoir le travailler. Carmelo a découvert dans cet atelier un métier qui lui plaît. Il trouve un sens à ce travail à destination des plus précaires. Moi, il y a une chose que je suis content quand même, c'est que je travaille pour tout ce qui est les fédérations, enfin, tout ce qui est restaurant du cœur, tout ça. Je trouve qu'ils en ont énormément besoin, déjà. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de fondations comme ça pour eux. Bon, ça m'arrive de réagir, comme là, bon, je tombe sur un poisson qui... Là, je le sens vraiment pas, je vois qu'il n'est pas terrible. Vraiment, il est abîmé ou autre. Je leur déconseille de le mettre. Je leur dis non, c'est comme des gens qui mangent derrière nous. C'est des gens qui n'ont pas les moyens nécessaires de se payer beaucoup à manger. Donc c'est un peu logique qu'on leur donne quelque chose de correct. Ça, pour moi, c'est fondamental. Bon, ce qu'il y a aussi, que j'ai grandi aussi dans une cité, donc je sais ce que c'est la galère. Ça, j'en voyais pas mal qui étaient dehors, en train de dormir dehors. Je sais ce que c'est. Et ça me motive encore plus, quoi. Il existe 4 ateliers de ce type en France. En 2015, ils ont formé et accompagné 112 salariés. Au premier étage se trouve un bureau surprenant dans un atelier de maraillage. Le bureau d'Anne, la conseillère sociale de l'association. En plus de sa formation, Carmelo bénéficie d'un accompagnement personnalisé. Bonjour. Bonjour Carmelo, ça va bien? Très bien, vous? Ça va, merci. Bon, alors, on va faire un petit débriefing sur les démarches que vous avez effectuées depuis votre arrivée. Alors, au départ, c'est vrai qu'il n'y avait pas de projet défini, donc aujourd'hui, on en a un. Oui. C'est lequel? À travailler en poissonnerie, où je travaille, j'étais en stage. Et puis, ce qui est très intéressant, d'ailleurs, c'est que vous avez quand même une proposition de CDD durant l'été, donc ça, c'est pas mal, ça, quand même.
pendant la saison. D'accord. Retrouver un emploi plus rapidement derrière, c'est ça, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver. C'est bien parti, en tout cas. J'espère. C'est bien. Oui. C'est bien. Oui, c'est vrai qu'ici, c'est vraiment du positif. Et franchement, ce qui est bien, c'est quand une personne a envie de s'en sortir, qu'elle n'hésite pas à venir parce qu'il y a des possibilités de s'en sortir et on a un très bon accompagnement. Un très bon accompagnement tant que sur l'atelier qu'autant qu'en dehors de l'atelier. Ah, c'est un excellent tremplin, oui. C'est un excellent tremplin pour pouvoir rebondir sur quelque chose de concret, sur un projet qu'on aura défini ensemble, sur lequel on aura travaillé ensemble. Et ce qui n'est pas mon projet, c'est leur projet, de toute façon. Donc après, c'est à moi de trouver les compétences éventuellement transférables qu'ils ont d'un métier sur un autre. Ouais. Et ça a été le cas. C'était le cas, ce sera une sortie positive de toute façon aussi. On vous garde. Grâce à Anne et à toute l'équipe qui l'encadre et anime ses ateliers toute l'année, Carmelo a trouvé sa voie, un nouvel emploi et un nouveau sourire. Mais pas le temps de traîner. Les poissons surgelés doivent être conditionnés pour être envoyés dans 44 départements et tout le monde est au travail pour assurer la livraison. Là, on a 4 palettes qui vont partir sur Paris. Ça couvre le Secours Populaire, la Croix-Rouge, Andes, les Restos du Cœur. Et puis on est bien répartis sur l'ensemble du territoire. Bonjour. Vous cherchez... Oui. Bonjour, Philippe Oran, Fédération des Pays de la Mer. Ah, bonjour. Alors attendez, elle est... Ah bah Edith est là aussi. On te cherchait partout, Edith. Ah bon? Edith Angebaud est une figure des Paniers de la Mer. Elle a participé à la création de l'association en 1997. Le Panier de la Mer, la fédération existe depuis 2004, mais avant 2004, je crois que c'était des structures autonomes. Ah oui, c'était une structure tout à fait autonome qu'on a créée en 1997, après un an de discussion. Et à ce moment-là, on ne servait que le Finistère. Edith a de quoi être fière. L'association qui distribuait le département est devenue une fédération nationale. Et ce sont 1 million de portions de 150 grammes qui ont été distribuées l'année dernière. Loin du Guilvinec, à Chevilly-Larue, dans le Val-de-Marne, Thierry Coatsaliou, un breton de Concarneau, fait son marché dans une épicerie pilote. Loin du Guilvinec, à Chevilly-Larue, dans le Val-de-Marne, Thierry Coatsaliou, un breton de Concarneau, fait son marché dans une épicerie pilote. Comme 50 autres familles, Thierry a été orienté par les services sociaux vers cette épicerie solidaire. Pendant 6 mois, il aura la possibilité d'acheter des produits vendus à 1/10 du prix. Ici, il a accès à des produits frais et variés. Un vrai coup de pouce indispensable. Thierry s'arrête sur le rayon poissons. Il y trouve justement des poissons conditionnés par Carmelo et les autres salariés des Paniers de la Mer. À la caisse, Thierry profite aussi du lieu d'échange offert par l'épicerie. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Très bien. Hein, tu as pris du poisson? Oui, ça va changer. Tu sais d'où ça vient? Non. Ça vient de la Bretagne. Bah, ça tombe, c'est chez moi. De chez toi. Et tu sais pas de quel port? Non. Et si, c'est quoi le port de chez vous? Plusieurs. Guilvinec. Ah, tu vois. Comment tu vas le préparer? Je pense que je vais le retourner dans la farine, puis après le mettre à la poêle. Tu vas faire une friture. Et il n'a pas pris le citron. Ah, j'ai oublié. Ah, il faut du citron pour le poisson. 2,56 €. À bientôt. Messieurs, dames, au revoir. Une fin de journée. Merci. Bye bye. Au revoir. À 600 km de là, dans le port du Guilvinec, la journée de pêche se termine.
Kevin et Nicolas ont eu une bonne journée. Ils ont vendu 150 kilos de langoustines et remporté plus de 1 600 €. Le Roxy part retrouver sa place au port de Tréfiagat. Après avoir rangé, lavé et rafistolé leur navire, les pêcheurs rentrent chez eux. Et demain, le cycle recommencera. Alors après ce documentaire tourné au Guilvinec, on se retrouve ici à Paris au Sénat avec le sénateur Michel Canévet. Bonjour. Bonjour. Un sénateur UDI du Finistère. Arrêtons-nous sur ces paniers de la mer. Je crois que c'est une initiative solidaire que vous connaissez bien. Vous l'avez soutenue, vous l'avez accompagnée ? Oui, je l'ai accompagné dès le départ parce qu'il semblait intéressant à la fois de faire en sorte que les excédents de poissons qui étaient ramenés sur les ports ne soient pas jetés aux déchets, mais soient réutilisés à des fins d'alimentation humaine. Et puis d'autre part, il paraissait important aussi de pouvoir former des personnes qui étaient démunies d'emploi vers les métiers du mareyage. Et alors, on arrive à des niveaux assez importants. 1800 tonnes de poissons ont été ainsi redistribués depuis 2011. En plus, c'est du gaspillage en moins. Voilà, effectivement, il paraissait totalement anormal que les bateaux ramènent des poissons, que ceux-ci ne soient pas tous vendus sous la criée. Et donc, par cette initiative solidaire, ça permet notamment d'alimenter les banques alimentaires et de faire en sorte que des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de ressources puissent quand même manger du poisson frais. Mais qu'est-ce qui est le plus important à vos yeux ? C'est l'aide alimentaire ou c'est aussi l'insertion ? Alors, il y a la lutte contre le gaspillage d'abord. Oui. D'abord, je ne conçois pas que l'on pêche des poissons et que ceux-ci ne soient pas consommés. Ça, c'est le premier point. Un deuxième point qui est bien sûr celui de la valorisation de l'économie locale. Il est important que ceux qui sont sans emploi dans notre territoire puissent en trouver. Et il n'était pas logique non plus que les entreprises du mareyage aient des problèmes de main-d'œuvre qualifiée, puisque ce sont quand même des métiers qui demandent une certaine qualification. Et ça permettait, cette expérience permet de former des gens pendant un temps assez long au métier du mareyage et ensuite de les insérer dans les entreprises locales. Et ce qui permet d'avoir des paquets, des paniers de la mer que l'on retrouve dans des associations comme les Restos du Cœur, l'aide alimentaire en général. Ça peut encore prendre de l'ampleur ? Alors ça a pris de l'ampleur puisque l'initiative est née dans le Finistère, voilà presque 2 décennies. D'ailleurs, c'était un conserveur local de ma commune à la retraite qui avait pris l'initiative de monter ce projet. Et puis il a essaimé sur différents points du littoral français depuis lors. Et donc il y a aujourd'hui 5 ou 6 antennes du panier de la mer à travers sur le territoire métropolitain. Et le siège de la Fédération nationale est d'ailleurs sur la commune que j'ai l'honneur d'administrer. Alors, vous nous disiez à l'instant, Michel Canévet, que vous n'acceptez pas que l'on jette du poisson. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi arriver à modifier les habitudes alimentaires des Français ? Parce qu'on voit bien sur les marchés, les Français achètent du saumon, les Français achètent de la lotte. Et puis peut-être 1 ou 2 autres poissons, mais il y a énormément d'espèces de poissons qui ne trouvent pas preneur. Oui, alors c'est paradoxal, effectivement. Le poisson le plus consommé en France, c'est le saumon. Or, on ne produit quasiment aucun saumon, sinon les quelques-uns que l'on pêche dans les rivières chez nous. Les autres produits, ils ne sont pas forcément toujours consommés, effectivement, parce que d'abord, les gens ne les connaissent pas, et ceux qui ne connaissent pas les produits, ils ont tendance à ne pas les acheter. D'abord parce que le poisson demande à savoir être travaillé, demande à savoir être cuisiné. Donc soit on a la capacité d'apporter des produits déjà élaborés, soit il faut initier et former les gens à la manière dont on prépare et consomme le poisson. Et donc sur les ports bigoudins, c'est vrai qu'on travaille sur des produits ultra frais et que c'est toujours très compliqué avec des produits ultra frais s'il n'y a pas de marché pour cela, de définir leur destination. Et c'est pour cela que la congélation par l'utilisation par le panier de la mer est quelque chose
qui est utile. Alors, on a aussi vu dans ce documentaire comment certains professionnels s'emploient à respecter l'environnement, à respecter la ressource, par exemple, avec cette affaire des mailles de filet pour les langoustines. Mais est-ce que globalement, l'envers du tableau n'est pas un peu plus inquiétant? Parce que il y a de moins en moins de bateaux et il y a de moins en moins de pêcheurs aujourd'hui. Alors effectivement, d'abord la pêche est une activité qui est extrêmement contingentée, c'est-à-dire que les totaux autorisés de capture, ce que l'on peut pêcher est cadré et défini par année, par espèce de poisson. Ça, c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose, effectivement, à l'échelle européenne, pour permettre de préserver la masse halieutique, c'est-à-dire le stock de poissons dans la mer, éviter qu'il y ait trop de prises une certaine année. Et donc tout ça, c'est régulé en fonction des observations scientifiques qui sont faites. Pour ce qui concerne les pêcheurs localement, effectivement, leur nombre a tendance à diminuer, d'abord parce qu'il y a eu très peu de renouvellement de navires, parce qu'un navire, ça coûte très cher, ça coûte plus d'1 million d'euros. Et on ne trouve pas beaucoup d'entrepreneurs qui aujourd'hui peuvent investir de telles sommes, et les banques sont assez frileuses. Et puis, l'un des facteurs limitants que l'on a observé, c'est quand même le nombre de pêcheurs. Il n'y a pas aujourd'hui suffisamment de jeunes qui s'installent dans le métier pour remplacer tous ceux qui partent à la retraite. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que le métier est difficile. Il est attractif au sens où on aime bien voir les bateaux aller et revenir au port, mais la vie en mer est parfois difficile. Elle est d'autant plus difficile pour les bateaux hauturiers qui, eux, partent pour des périodes de 4 à 12 jours, grosso modo. Et il est difficile de concilier une vie de famille avec tout cela. Et donc, tout ceci fait que beaucoup ont tendance à ne pas s'orienter vers les métiers de la mer. Le métier est difficile, mais c'est un métier rémunérateur. Donc on peut bien gagner sa vie. C'est difficile, mais on gagne bien sa vie en étant marin-pêcheur. On observe quand même qu'il y a tous les éléments pour que les marins gagnent très bien leur vie. Un coût du pétrole qui n'est pas très cher, une production qui est assez bonne et des cours qui sont aussi à des niveaux qui permettent d'être bien rémunérés. Donc c'est un métier où on gagne sa vie. Et c'est bien de faire passer le message. D'ailleurs, c'est quand même, j'imagine, important, voire vital pour la région, parce qu'on dit souvent qu'un emploi en mer, c'est 3 emplois sur terre. Je dirais même que c'est 1 emploi en mer, c'est 5 emplois à terre. Ouais. Les études qui ont été menées montrent cela. Des emplois à terre dans le commerce, dans toutes les activités liées à la réparation navale ou la construction navale, dans les services, les transports par exemple, dans les services comptables, enfin dans le commerce aussi. On sait que dans les régions excentrées comme les régions littorales, c'est un vrai facteur de développement. Et s'il n'y avait pas cela, je crois que ces régions n'offriraient pas beaucoup d'emplois et verraient la population certainement se réduire. Certes, en période estivale, il y a beaucoup de monde, mais pour nous, ce qui est important, c'est que l'hiver aussi, ces régions littorales vivent. Et elles vivent parce qu'il y a cette activité halieutique qui est importante. Avec des initiatives telles que celles que l'on vient de voir dans ce documentaire, comme le panier de la mer. Merci beaucoup, Michel Canévet, d'avoir participé à cette émission. Et évidemment, on se retrouve très rapidement dans La France qui réussit sur Public Sénat. À très bientôt. Public Sénat et Groupama vous ont présenté La France qui réussit.